Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous sexo pour un nouveau sujet consacré à la ménopause. Et pour mieux comprendre ce sujet, j'ai le plaisir de compter aujourd'hui sur l'expertise de Laurence Dispo, psychologue et psychothérapeute spécialisée en sexologie et thérapie de couple. Bonjour Laurence Dispo. Bonjour Emily. C'est de nous faire le plaisir d'être avec nous à nouveau aujourd'hui pour répondre à nos questions. Donc la ménopause est une étape inéluctable dans la vie d'une femme et qui intervient aux alentours de 50 ans, parfois avant. Ce phénomène se traduit principalement par l'arrêt des règles et la perte d'ovulation, mais aussi par des changements physiques et émotionnels qui peuvent entraîner une diminution de la libido. Un tiers des femmes seraient affectées par cette baisse de la libido, une conséquence de la ménopause qui n'est pas irréversible, et Laurence Dispo va tout nous expliquer. Tout d'abord, pour démarrer ce sujet, pouvez-vous, s'il vous plaît, Laurence Dispo, nous rappeler brièvement ce qu'est la ménopause? Oui, alors en effet, comme vous le disiez, c'est vraiment toute cette période de temps qui peut être assez variable, hein, qui peut commencer vers 40 ans, 45 ans, jusqu'à 50, 55 ans, parfois un petit peu plus tard. Donc, il y a toute une période de vie qui peut être divisée en périménopause, ménopause, post-ménopause. Mais quoi qu'il en soit, c'est toute une période de vie où on voit cette transformation chez la femme. Comme vous l'avez dit, on n'y coupe pas, hein, si on arrive à cet âge-là, on a de la chance. On a la chance de vivre cette période, cette ménopause. Et en effet, elle est signée par l'arrêt des règles, donc toute la période reproductive qui arrive à sa fin. Pourquoi? Parce que les ovaires, pardon, arrêtent de fonctionner et du coup, il y a une baisse, notamment de l'estrogène, donc des hormones féminines ou sexuelles, comme on dit. Il y a l'estrogène, il y a d'autres hormones qui vont progressivement arrêter d'être produites. Il y a l'arrêt des règles, mais il y a aussi tous les autres signaux, hein, de la ménopause dont on va parler après. Et je vais essayer de ne pas dire symptômes parce qu'on n'est pas en train de parler d'une maladie, on n'est pas en train de parler de quelque chose qui doit être guéri. Alors, il y a des C'est normal. traitements. Voilà, exactement. Euh, voilà. Très bien. Alors, y a-t-il des signes avant-coureurs qui annoncent l'arrivée de cette étape? Oui, tout à fait. Il y a des personnes qui n'ont pas trop de signaux avant-coureurs et pour qui l'arrêt des règles survient un petit peu de nulle part. Et d'autres personnes qui vont parler de règles irrégulières, plus ou moins abondantes, qui arrêtent pendant un mois ou deux, qui arrêtent pendant 3 mois, 4 mois, qui reviennent. Donc ça, c'est un signal, hein, les règles qui deviennent pas trop fiables. Un autre signal, mais qui est souvent mal interprété, c'est l'irritabilité. Pourquoi? Parce que l'irritabilité, on va la mettre sur le dos parfois d'une mésentente conjugale. Et là, en tant que thérapeute de couple, moi, je vois des couples qui sont dans une période comme ça de friction, où il y a plus d'irritabilité, il y a plus d'impatience, il y a des choses qui sont moins tolérées qu'avant. Et de plus en plus, je me dis, tiens, dans quelle période de vie est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est face à une conjointe qui vit des signaux de la ménopause, qui dort moins bien, qui gère moins bien ses émotions, qui gère moins bien différentes parties de sa vie, différents domaines dans sa vie? Et est-ce qu'on a face à un conjoint ou une conjointe, hein, selon, qui comprend pas trop, qui sait pas, et qui va mettre l'irritabilité sur le compte d'une mésentente, hein. Et là, bon, voilà, c'est important dans les couples, hein, de se dire, tiens, est-ce qu'il va y avoir des impacts au niveau de la ménopause potentiellement. Donc, pour revenir aux signaux avant-coureurs, on a les règles irrégulières, on peut avoir cette irritabilité, on peut aussi avoir les seins douloureux. On peut avoir des bouffées de chaleur, hein, qui commencent à s'installer, suivies par des coups de froid, hein, on a très très chaud et ensuite très très froid. Vous vous souvenez peut-être, il y a quelques sujets en arrière où j'étais en train de m'éventer pendant notre discussion. Oui. Je ruisselais. Donc là, on commence à se dire, tiens, c'est bizarre, il y a un truc qui se passe, il fait chaud certes, mais il y a peut-être quelque chose au niveau de la régulation interne de la température, hein, qui est en train de se passer. Il peut y aussi y avoir une sécheresse vaginale, hein, donc des rapports qui peuvent devenir inconfortables. Et puis, certaines femmes parlent d'une espèce de brouillard mental. Il y a des femmes aussi qui parlent de crise d'angoisse. Donc, il y a au niveau de la gestion émotionnelle et au niveau cognitif aussi des, des dérégulations, on va dire, qui peuvent se passer pendant cette période de péri- ou pré-ménopause.
Très bien, oui. Et puis, en tous les cas, en plus, c'est vraiment un vrai changement aussi dans la vie d'une femme, puisque c'est une étape. Donc, c'est vrai que même psychologiquement, bah, voilà, faut accueillir la nouvelle. Ça peut prendre, j'imagine, du temps en fonction des personnes et puis de ce qu'elles vivent en couple ou non. Et puis, effectivement, pour la personne qui partage la vie aussi, hein, psychologiquement, ça doit être tout j'imagine, un processus qui peut plus ou moins bien se passer. Là, on a parlé donc de ce qui peut se produire donc avant, qui annonce l'arrivée de cette période de la ménopause. Mais au quotidien, après, quelles sont les conséquences de la ménopause? Donc, comme les hormones impactent un petit peu tous les domaines de notre fonctionnement, on peut imaginer que dans le quotidien, il va y avoir potentiellement, pas chez toutes et pas au même degré, mais il peut y avoir quand même pas mal de choses qui se dérégulent. On a parlé des bouffées de chaleur. Qu'est-ce que ça impacte? Ça impacte dans le quotidien, dans le sens où si on ruisselle, comme je le décrivais tout à l'heure, à certains moments, parfois plusieurs fois par heure, il peut y avoir un phénomène qui se met en place d'évitement, un évitement des situations sociales, de certains hobbies peut-être, qui nous faisaient du bien, qui contribuaient à notre équilibre. Et du coup, si on enlève ces hobbies, ces situations sociales, parfois des situations qui nous sont vraiment importantes, il peut y avoir un coup sur le moral. Il peut y avoir un coup sur notre perception de nous-mêmes, les sources de plaisir qu'on peut avoir au quotidien. On peut aussi imaginer une certaine fatigue, hein. On vit des nuits parfois entrecoupées par les bouffées de chaleur et des réveils et des insomnies. Du coup, plus de fatigue pendant la journée, un petit peu moins d'énergie selon les jours. Et par conséquent, un investissement parfois moindre dans des activités qui nous faisaient du bien, mais qui prennent de l'énergie. Donc, c'est un petit peu toujours, est-ce que je vais au sport parce que ça va me donner du peps, ça va me donner de l'entrain, ça va me faire du bien tout court, mais est-ce que j'ai l'énergie pour? Donc, je vais peser un petit peu le, le pour et le contre, hein, dans les activités que je vais investir. Ça, c'est pour donner un exemple. On peut aussi commencer à éviter certaines situations sociales en raison de nos humeurs, parce qu'on se sent particulièrement irritable, on a l'impression de moins bien supporter telle ou telle personne ou telle interaction. Euh, Au niveau de la sexualité, si on a une gêne, hein, si on a un inconfort, il peut aussi y avoir un phénomène d'évitement qui peut se mettre en place. Donc là, je parle de tout ce qui est négatif, bien sûr. Il y a des Il y a femmes quand même qui du disent non. positif. Il y a des femmes qui disent, mais c'est tellement génial, je dois plus me faire de soucis pour les règles, je dois plus me faire de soucis pour la contraception, j'ai une bonne explication pour ma fatigue, je peux mettre les mots, hein, sur mon vécu, je peux mettre mes limites aussi, parce que je peux dire, ben voilà, je suis fatiguée, j'ai donné sur tel ou tel aspect de ma vie, je le prends plus cool. Donc, il y a des femmes qui disent, non, c'est passé comme une lettre à la poste, c'est plutôt chouette, hein. Il y a des femmes qui disent, moi, j'ai pas remarqué grand-chose. Certes, j'avais de moins en moins mes règles, ensuite plus mes règles, mais à part ça, pas grand changement. Donc, les dérégulations que je décris, c'est pas chez tout le monde, et c'est à des degrés divers, et c'est pas tout le temps non plus, et il peut y avoir des fluctuations comme ça sur une année. J'ai une question, est-ce qu'il y a des prédispositions justement ou c'est vraiment aléatoire ces symptômes, si on peut appeler ça symptômes? Voilà, j'ai l'impression que c'est assez aléatoire. Il y a des collègues qui me disent, ah ben, plus on s'y prépare négativement, plus on craint les symptômes, entre guillemets, les signaux de la ménopause, plus on va en avoir. D'autres collègues qui disent, ben non, moi, j'appréhendais pas du tout, j'avais pas du tout d'anticipation négative, et ça m'est quand même tombé dessus avec pas mal de symptômes, de signes de dérégulation hormonale. Donc, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on peut pas La vraiment loterie. préparer. Oui. Voilà. D'accord. Des conséquences donc qui peuvent être multiples et qui dépendent un petit peu de chacune. Existe-t-il, Laurence, des moyens de soulager les effets indésirables liés à la ménopause? Oui, oui, oui. Mais c'est important d'en parler parce qu'effectivement, parfois, on n'en parle pas aux généralistes ou à la gynéco. C'est dommage, hein. Ces personnes peuvent nous aider. Elles sont censées être à l'écoute. Si c'est pas le cas, allez voir un autre professionnel ou une autre personne, hein, qui sera à l'écoute. Parce que je pense que vraiment dans cette période de vie, comme dans toute autre, on mérite d'être entendu, d'être pris en compte dans nos besoins. Et ce sont des besoins vraiment légitimes, dont on parle, à mon avis, pas assez. Du coup, oui, allez demander de l'aide, hein. Il y a
différentes substances qui peuvent aider avec différents symptômes, différents aspects des effets indésirables de la ménopause. Sur le plan pas médicamenteux, il y aurait aussi tout ce qui est méditation en pleine conscience, la mindfulness qui est très à la mode, comme vous le savez, et qui aide à accueillir en fait ce qui se passe dans notre corps, les sensations, avec moins ce sentiment de je dois lutter, je dois sortir de ce mauvais moment, ça me panique. Donc, cette accumulation d'émotions négatives par rapport aux sensations corporelles, on peut les amoindrir en faisant de la méditation en pleine conscience, par exemple. Donc oui, il y a des aides qui sont possibles. Renseignez-vous, regardez autour de vous, parlez-en autour de vous. Et concernant le désir et le plaisir, est-ce que, ils baissent forcément à la ménopause ou pas nécessairement? Pas forcément. Alors, on peut se dire que vu qu'il y a de moins en moins d'hormones qui nous donnent des signaux corporels au désir sexuel, mais moins outillé. Et c'est pas faux. Si mon corps me donne moins de signaux, si mon corps dit moins j'ai faim, je vais pas forcément y penser, à moins d'avoir justement bien investi ma sexualité auparavant. Donc, comme toujours, on va se dire que cette période de la vie vient s'asseoir quelque part sur un socle qui était préexistant. Le socle de comment j'ai investi mes fantasmes, comment j'ai investi ma vie avec les partenaires, mon auto-érotisme, comment est-ce que j'ai délimité mes besoins, comment j'ai identifié ce dont j'avais besoin, ce que j'aimais dans la sexualité. Donc tout ça va être la base sur laquelle on va continuer à construire notre sexualité dans cette nouvelle phase de vie. Donc le désir en tant que tel, vous le savez, c'est plus le pendant mental. Donc le pendant mental, on l'a toujours. C'est la question de comment est-ce qu'on va continuer à l'investir ou pas. Mais le pendant plutôt corporel, on peut moins compter dessus, puisque justement, il y a cette baisse hormonale. On va du coup beaucoup plus travailler sur le désir réactif, donc ce désir qui se construit, que le désir spontané qui nous tombe dessus et qui justement va beaucoup moins nous tomber dessus pendant cette période de vie. Après, on a parlé effectivement des inconforts ou des douleurs. Il y a plus de sécheresse vaginale potentiellement. Il y a les parois avec les années, les parois internes qui s'affinent. Et du coup, potentiellement, des douleurs. Trop de frottements, des douleurs, des rapports trop longs qui peuvent engendrer des douleurs ou un sentiment comme ça d'inconfort en tout cas. Par rapport à ça, il y a des adaptations, bien sûr, qu'il faut prendre en compte, que ce soit du lubrifiant, que ce soit plus de préliminaires, des préliminaires différents, une sexualité peut-être moins basée sur la pénétration. En gros, on va quand même pouvoir se dire, il y a des adaptations à faire, les choses vont pas forcément être exactement comme avant. Donc, plus de créativité va être peut-être nécessaire, ce qui est une assez bonne chose finalement. Oui, on se Euh, réinvente. voilà, exactement. Le rapport au corps se réinvente aussi. Il y a le corps qui change. Alors, comme vous l'avez dit, psychologiquement, parce que symboliquement, on se dit, c'est la fin de la vie reproductive, c'est le début d'une autre phase qui nous amène vers le vieillissement. Donc, il y a tout un shift quand même à faire dans la tête. Et le rapport au corps doit être retravaillé. Euh, Bien ou mal, la graisse se dépose différemment sur le corps. On commence à avoir plus une graisse abdominale qu'une graisse sur les fesses. Donc, si on a toujours eu envie d'avoir des fesses moins rebondies, ben, voilà, les choses changent dans la bonne direction. Mais il faut aussi assumer qu'il y a une redistribution comme ça de la graisse corporelle. Il y a peut-être moins d'énergie ou une énergie à différents moments de la journée. Donc, c'est tout à repenser le rapport au corps quand même. Très Et donc, bien. ça a un impact sur la sexualité, forcément. Justement, vous me lancez sur ma prochaine question. Quand on parle de vie de couple, qu'est-ce que les conjoints devraient savoir ou comprendre au moins? Alors, si le partenaire est un homme, il y a bien des chances qu'il ne se soit jamais vraiment renseigné sur la thématique de la ménopause ou qu'il ait entendu des choses Un mix quelque part. voilà, uniquement négatives sur la Mmh. ménopause. Euh, Il peut aussi se dire non, ça c'est pour les autres ou pour les personnes vraiment âgées, c'est après la retraite. Enfin, il n'a peut-être pas d'idée du fait que, ben oui, entre Mmh. 40 et 50 ans, il peut commencer à y avoir les signaux de la ménopause. Donc, s'il ne s'est pas renseigné, s'il ne sait pas, il peut se dire, elle exagère, elle invente. Et non,
vous devez, messieurs, savoir qu'on n'invente pas. Que c'est pas honteux, que c'est pas pathologique et que plus, vous pouvez nous donner un regard de bienveillance et d'intérêt vraiment, hein, de poser des questions, de s'intéresser, de montrer l'intérêt, plus on va se sentir exister positivement dans votre regard et c'est tellement important Oui, pour ça nous. change tout. Oui. Ça change tout, ça change tout. Et pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas énormément? Parce que on se dit, j'exagère, on se dit, c'est quand même pas possible. On se dit, ouais, c'est quand même un petit peu honteux. C'est un peu gênant quand même hein, de parler du vieillissement au conjoint. C'est gênant de parler d'inconfort corporel, de fatigue, de parler des soucis qu'on peut avoir par rapport à la prise de poids. C'est assez étonnant, la première bouffée de chaleur en plein moment d'intimité avec le conjoint. Ou la conjointe. Hein. Il y a des parties comme ça hein, de cette période de vie qui sont quand même relativement gênantes. Donc, de l'intérêt, de la bienveillance, de la compassion et nous croire. Quand on dit qu'on est fatigué, quand on dit qu'il y a des gènes, nous croire. Quoi d'autre? Savoir que notre désir sexuel est quand même pas mal impacté par notre sentiment de désirabilité. Et si on est dans ce processus de réappropriation de notre corps tel qu'il est aujourd'hui, notre regard sur nous-mêmes n'est pas forcément tous les jours très, très positif, hein, et ça va impacter notre désir. Si on ne se sent pas très attractive, on n'aura pas forcément très, très envie d'aller séduire ou se laisser séduire. On ne va pas forcément toujours écouter notre désir réactif. On ne va pas forcément être toujours très présent dans le processus de séduction réciproque. Donc, être dans la compréhension par rapport à ça. Cela ne veut pas dire euh, nous fiche la paix, entre guillemets. C'est pas ça. Ça veut dire comprendre qu'il y a toute une négociation, il y a tout un dialogue à avoir, il y a toute une construction ou reconstruction de la sexualité à mettre en place. Mais ça veut dire être aussi le garant de ce domaine-là. Si nous, on pense pas énormément à la sexualité pendant cette période, parce que ben voilà, il y a toutes ces raisons dont on a parlé, soyez celui qui rappelle, tu sais, je te trouve encore désirable, je te trouve très jolie aujourd'hui, tu sais, j'aimerais bien avoir un moment câlin. Rappelez-nous que la sexualité peut encore exister, rappelez-nous que vous nous désirez encore. Ce serait vraiment un cadeau. Quoi d'autre? Et puis bon, comme je le disais, hein, il y a cette irritabilité peut-être hein, chez nous. Soyez aussi dans la compréhension que c'est pas votre faute. Hein. C'est pas parce que vous êtes un mauvais conjoint ou qu'on peut plus vous sentir ou vous voir en peinture, hein, c'est que on est irritable. Donc attention aux mauvaises interprétations, attention. Je dis ça parce qu'il y a quand même pas mal de divorces et de séparations hein, dans cette Ah tranche oui, d'âge. ah, c'est vrai. Je pense que oui, statistiquement, il y en a quand même pas mal. Et je pense que souvent, il y a une mauvaise interprétation de ces mouvements d'humeur qu'on peut avoir. Hein. Et que même la femme peut se dire, ah, ben, c'est parce que je le sens plus. Ah, c'est parce qu'il a fait ci ou ça. Et- alors que, ben, voilà, Alors on qu'il y est a un peut-être, facteur qui est là et voilà, qui… ouais, ouais, on est peut-être plus susceptible. Donc, d'essayer de prendre un petit peu de recul. À la limite, aller voir un ou une thérapeute de couple pour voir ce qui est quoi. Est-ce que véritablement il y a une mésentente? Est-ce qu'il y a eu des blessures qui doivent être travaillées? Bon, dans tous les couples, il y a des blessures qui méritent d'être travaillées, mais voilà, prendre les choses avec un petit peu de recul. Laurence, nous avons évoqué beaucoup de contraintes liées justement à la ménopause sur la libido. Maintenant, quels sont les bons côtés de la ménopause quand ils sont bien perçus en tous les cas? Par le fait de plus avoir de règles, qui est pour certaines femmes hein, qui vivaient les règles de manière très douloureuse, hein, les femmes qui avaient un symptôme ou un syndrome prémenstruel très, très compliqué, c'est la délivrance, c'est le soulagement et une nouvelle période qu'on accueille avec beaucoup de joie. À part ces femmes-là, il y a aussi toutes les femmes qui me disent, voilà, c'est pas comme avant et du coup, je suis un petit peu obligée de me réinventer dans la sphère sexuelle et ailleurs. Hein. Il y a un petit peu un bilan de vie qui peut se faire à ce moment-là. Et quand on fait un bilan de vie, on identifie ce qu'on veut vraiment. Si je pense à la sexualité, notamment qui nous intéresse aujourd'hui, ça nous amène à nous dire, tiens, une sexualité épanouie, pour moi, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est plus de connexion émotionnelle, plus de préliminaires, moins de ci, plus de ça, ou quelque chose de tout à fait différent? Ou est-ce que j'ai envie d'explorer, je ne sais pas, pour la première fois, le tantra ou tel autre mode ou courant dans la sexualité? Euh, Qu'est-ce que je me suis toujours interdite? Et puis que, ma foi, je me dis, on vit qu'une fois.
et je vais vivre maintenant, ou je vais explorer maintenant. Faut-il encore que le conjoint ou la conjointe soit d'accord d'explorer avec nous si c'est quelque chose qui se fait à plusieurs. Mais déjà, dans l'auto-érotisme, est-ce que j'ai envie d'explorer des choses que je ne m'étais pas permises jusque-là? Plus de lenteur, moins de lenteur, plus d'intensité, moins d'intensité, etc. Donc, tout ça pour dire que, vu que les choses ne seront pas comme avant, puisqu'il peut y avoir cet inconfort qui nous amène à devoir utiliser, que ce soit des lubrifiants, des gadgets, des ovules, etc., pour avoir moins cette gêne, hein, en tout cas dans la pénétration, on va réinventer un petit peu notre sexualité. Et je pense que la réinvention, c'est toujours une opportunité. Donc là, on a un côté positif tout à fait clair, qui demande de la créativité et qui demande aussi l'acceptation que ce ne sera pas forcément comme avant. En tout cas, pas entièrement. Il y a des choses sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. Comme je disais, si on se connaissait bien avant, on continue cette auto-observation, ce dialogue, cette connaissance de soi. On va s'asseoir sur les acquis, mais on va aussi créer des nouvelles choses. Donc le début d'une nouvelle étape, d'une nouvelle aventure, donc à embrasser pleinement. Et oui, puis voilà, faire en sorte que finalement on trouve un nouvel épanouissement. Tout ça, c'est très compatible. Nous avons évoqué donc toutes les questions liées au couple, mais pour les personnes célibataires qui vivent cette ménopause et qui souhaitent faire des rencontres, que peut-on conseiller? C'est une bonne question. J'ai effectivement plusieurs patientes qui vivent la ménopause alors qu'elles ont vécu une séparation, un divorce ou un veuvage peu avant ou dans les années auparavant, et qui souhaitent refaire des rencontres et qui se disent, mais est-ce que je suis encore assez attirante? Est-ce que je suis encore assez désirable? Et comment va se passer la sexualité alors que je sens bien hein, qu'il y a quelque chose qui a changé. Puis je me vois plus pareil qu'avant, je me sens moins fringante, moins fraîche. Euh, et après un petit coaching où finalement elles prennent confiance en elles hein, et elles vont faire des rencontres, elles vont dans des activités organisées, elles se mettent sur des sites de rencontres, comme un peu tout le monde ici, en tout cas en Suisse, je ne sais pas par chez vous. Elles font les mêmes démarches que les autres personnes finalement qui sont en quête de recherche. Elles trouvent vraiment des partenaires potentiels qui sont très séduits par la maturité, par le fait qu'elles se connaissent bien, qu'elles s'expriment, qu'elles prennent leur place, hein, qu'elles sont posées, qu'elles n'ont plus rien à prouver. Et ça, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez chouette dans cette période de notre vie, c'est qu'on a quand même souvent ce sentiment qu'on n'a plus rien à prouver, on n'a plus rien à se prouver non plus. Et du coup, on va vivre ces rencontres pour autant qu'on ait fait ce travail quand même d'appropriation hein, de cette nouvelle phase de vie et le corps qui est le nôtre aujourd'hui et les sensations qui sont les nôtres aujourd'hui, hein, quand on a fait un peu ce travail de connaissance de soi et qu'on va à l'avant d'une rencontre, toutes ces qualités de connaissance de soi vont vraiment nous aider. Et ces personnes-là ont beaucoup de succès. Oui, on les sent épanouis, du coup, elles reprennent un petit peu le C'est pouvoir. ça. Question couple. Encore, quels conseils donner au couple pour rester proche sur le plan sexuel? On a beaucoup évoqué justement la bienveillance, la communication. Est-ce qu'il y a d'autres conseils à donner? On a évoqué la créativité, on n'a pas évoqué la régularité. Ça, c'est un élément comme assez important. Même si pendant quelque temps, on réajuste, on essaye des lubrifiants, on n'est pas très convaincu, on en essaye un autre, ça va mieux. Euh, on investit les massages peut-être pendant un certain temps pour entrer en matière différemment parce que voilà, comme le désir spontané est moins au rendez-vous, on va construire le désir réactif, celui qui se construit ensemble dans l'interaction. Donc, on vit des choses un petit peu différentes. Quoi qu'il en soit, on maintient une certaine régularité pour que le sentiment de désirabilité et l'expression du désir restent fréquent ou pas forcément fréquent, mais en tout cas régulier et présent surtout dans la relation du couple. On fait certains deuils ensemble aussi. On fait le deuil ben, justement de cette période reproductive hein, ensemble, même si on avait décidé de ne pas avoir d'enfants ou de plus avoir d'enfants, symboliquement, on tire un trait sur une certaine partie de notre vie. Donc ce deuil, on peut le faire ensemble, on peut dialoguer ensemble sur le fait de vieillir ensemble. Le conjoint en face, si c'est un homme, est peut-être aussi dans cette phase de 40, 50 ou peut-être même plus d'années et vit peut-être de son côté aussi quelques pannes érectiles.
ou des sensations différentes, des orgasmes qui sont vécus différemment, Et là, du coup, on cumule un petit peu les petites oui, on peut problématiques, le entre voir guillemets, ainsi. après ces changements-là, C'est ouais. ça, qui peuvent effectivement contribuer à un cercle vicieux d'incompréhension et donc d'évitement. Et c'est pour ça que je parle de régularité, c'est que si on entre dans l'évitement, on se met vraiment en difficulté, hein, parce que plus on évite, et plus on s'imagine qu'on est en train d'éviter parce qu'on s'aime plus, parce qu'on se désire plus, parce que la sexualité n'était pas si bonne que ça, etc. On s'invente un petit peu des explications pour cet évitement, alors que peut-être qu'on est en train d'éviter parce que on a une gêne, un inconfort, une douleur dont on ne veut pas parler au conjoint. Ou peut-être que lui, il est en train d'éviter parce qu'il ne veut pas nous brusquer, parce qu'il croit qu'on a moins de désir, qu'on est moins disponible pour cet aspect de notre vie de couple. Peut-être qu'il est en train d'éviter parce que lui-même, effectivement, il a peur de ses propres pannes érectiles ou qu'il se sent moins vite excité. Peut-être qu'il n'y a pas seulement des pannes, peut-être que l'entrée en excitation est plus compliquée pour lui. Et cet évitement peut être mal compris et voilà, on peut entrer dans ce cercle vicieux dont je parlais. Donc oui, la régularité, discuter des freins et des accélérateurs. Vu qu'on est plus dans un désir à construire qu'un désir spontané, ça veut dire qu'on doit mettre sur la table nos valeurs sûres. Quelles sont les choses qui vraiment vont contribuer à notre désir? Est-ce que c'est plus le côté relationnel? Est-ce que c'est plutôt certaines sensations? Est-ce que c'est plutôt un contexte donné? Est-ce que c'est un moment de la journée ou de la nuit qui est plus propice? Est-ce qu'il y a telle caresse ou tel baiser qui, voilà, nous enflamme? On va devoir parler très concrètement, je trouve, des freins et des accélérateurs à notre désir. On va devoir aussi exprimer nos émotions, si on peut, le plus possible, de manière assez vulnérable, les émotions profondes. Remplacer tu n'as jamais envie par je me sens seule, j'ai peur pour notre couple, j'ai peur pour notre sexualité. Remplacer tu me vois plus comme une femme par je me sens moins désirable et ça fait mal. Donc parler de soi et parler de nos émotions profondes qui peuvent vraiment intervenir dans le fait d'avoir des relations sexuelles ou pas. Et puis, faire équipe face à toutes ces pertes de repères. Finalement, on est en train de construire de nouveaux repères et on sait que quand on est un petit peu perdu, ça change tout d'être à 2 et d'être avec une personne, en qui on fait confiance et avec qui on se dit: «On est en train d'affronter ça ensemble». Merci beaucoup, Laurence Dispo. Oui, faire équipe, et je trouve, voilà, de terminer sur cette note positive, parce qu'encore une fois, on le dit, c'est le début d'une nouvelle aventure. Faire équipe avec une personne aimante, bienveillante. C'est beau de rappeler qu'on peut vieillir ensemble. Donc merci de terminer sur cette note positive, Laurence Dispo. Merci de nous avoir apporté toute votre expertise sur cette thématique. Et bien sûr, on le rappelle, si vous avez des difficultés sexuelles, si elles apparaissent, voire si elles s'installent, quel que soit le moment que vous traversez, surtout, il ne faut pas hésiter à consulter un professionnel. Ça ne peut être qu'un bon choix. Un professionnel saura vous écouter, apporter des solutions personnalisées pour répondre au mieux à vos besoins, puisque chaque cas est unique. On en a un petit peu parlé. Laurence Dispo, je rappelle qu'il est tout à fait possible de vous consulter et toutes les informations pour vous retrouver et suivre l'ensemble de vos travaux, puisque vous publiez également des ouvrages, vous organisez des ateliers, etc. Toutes ces informations-là sont sur votre site internet psydispo.ch. C'est bien cela? Ou bien sexologiecouple.com, com. Voilà, et ben les deux liens vers ce site internet seront remis dans le descriptif de cette vidéo. Merci à nouveau, Laurence Dispo. Avec grand plaisir, merci à vous. J'espère vous retrouver prochainement pour un nouveau sujet. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt.